ordinateur. Bien, nous allons commencer notre après-midi de travail après cette matinée de séminaire. Donc, cet après-midi, nous avons le plaisir de recevoir par Zoom M. Bernard Tauboul, qui est psychanalyste, AME, membre aussi des forums du champ lacanien, et de l'école, et bien sûr des forums du champ lacanien. Et donc, il a accepté avec beaucoup de gentillesse de venir nous rejoindre dans cet après-midi de travail qui fera, pour ceux qui ont participé, écho à notre séance de ce matin. Et pour ceux qui n'ont pas participé, il y aura sûrement pas mal de choses qui feront écho. Et donc, il parlera plutôt de l'impossible à dire. Vaste sujet, s'il en est. Je vous laisse la parole, M. Tauboul. Oui, merci. J'avais proposé un titre qui, du reste, n'était pas tout à fait le même que celui que vous venez de dénoncer, mais qui n'est pas non plus exactement ce dont je vais parler, mais ça ne fait rien. Je me demandais si il est possible de rencontrer l'impossible. Et donc, je pensais que c'était, au fond, le problème que les mystiques, au fond, ont essayé de traiter. Alors, cette invitation que vous m'avez adressée, et dont je vous remercie, m'a fait connaître votre travail sur la mystique de ce semestre. Et ça m'a de ce fait donné l'occasion de revenir sur certains enseignements de Lacan que j'avais en quelque sorte en réserve, si on peut dire, c'est-à-dire un peu trop en sommeil depuis bien des années. Donc j'étais heureux d'y revenir et c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui. À de nombreuses occasions, ce qu'il en est du mysticisme chrétien se signale dans les références du séminaire de Lacan. J'y ferai très peu d'allusions aujourd'hui, car je vais surtout me centrer sur les 5e, 6e et 7e séances du séminaire encore. Puis j'essayerai d'en venir à notre clinique, si le temps nous permet de tirer quelques leçons pour notre pratique de cette réflexion de Lacan sur les mystiques. 3 séances du séminaire encore, qui en compte 11, traitent de cette question. Question de la mystique qui, au fond, attendait de longtemps dans le séminaire, comme je vous le disais, des thèses qui vont être produites en février-mars 1973, il y a donc bientôt 50 ans, et qui ponctuent cette longue réflexion de Lacan. Nous allons voir s'accélérer cela autour de la page 70 du séminaire encore, que vous pourrez relire à l'occasion. Lacan y déclare, je le cite, « Je ne fais que ça, depuis que j'ai 20 ans, explorer les philosophes sur le sujet de l'amour. De l'amour, donc, la morsure n'a pas lâché Lacan et fait le fond de son interrogation sur la mystique. Nous verrons qu'il l'a porté chez les philosophes, mais aussi chez les théologiens et leurs consoeurs et confrères mystiques, parfois honnis, parfois sanctifiés par eux. Parlez donc d'amour avec Lacan. Voilà ce qui nous attend aujourd'hui et nous allons voir où ça va nous mener. Comme il le dit, ce thème, il dit ça à la page 64 du séminaire encore, retentit tout autour des siècles. Autrement dit, nous n'allons pas en venir à bout ce soir ou cet après-midi. Mais il y a dans cette page 64 une remarque importante que je vous signale. Il dit que le nerf de la question de l'amour, c'est qu'il y a de l'un tout seul. Depuis l'année précédente, l'année qui précède le séminaire encore, 71-72, le séminaire Oupire,
Lacan a soutenu cette formule d'un nain de jouissance qui contredisent les illusions immémoriales de fusion du deux en un que produirait l'union des amants. À l'école de la fixation libidinale freudienne, qui est un point singulier de jouissance acquise par chacun dès les premières expériences de la sexualité infantile, Lacan cerne l'émergence des S1, des signifiants où s'inscrit l'un de jouissance dans l'inconscient et le symptôme. D'emblée donc, l'amour est mis dans la perspective de la jouissance singulière de celle ou de celui qui aime. Il faudra nous en souvenir tout à l'heure, c'est une remarque fondamentale. Alors quelques mots maintenant sur la jouissance avant d'aborder tout à l'heure proprement dit les mystiques, car au fond, c'est ainsi que Lacan procède. La jouissance a été, nous le savons, introduite comme concept dans la psychanalyse par Lacan, de façon explicite en 68-69 avec le séminaire D'un autre à l'autre. Précédemment, il l'annonçait dans l'éthique de la psychanalyse en 1959, 10 ans plus tôt, avec le centrement sur la chose, puis tout au long des années 60, par la déduction de l'objet petit a. Objet de la pulsion et cause du désir, qui se nommera à partir de 68 le plus de jouir, ce qui détermine et qui relance le désir. La scansion célèbre de ce work in progress de la jouissance dans les travaux de Lacan, dans les années 60, et cette affirmation de la page 167 du séminaire 11, il y a une jouissance au-delà du principe de plaisir. En 1973, dans le séminaire encore, Lacan porte son investigation de la jouissance à partir de celle qui, bien qu'omniprésente, la jouissance phallique, est, dit-il, la jouissance qu'il ne faudrait pas. De toujours, la fonction phallique a été posée par Lacan comme ce par quoi le sujet de l'inconscient tente de répondre à la castration. En premier lieu, par la tentative désespérément névrotique et ou perverse de combler la mère, de répondre à son manque phallique. Mais lorsque la question de la sexuation s'impose, et c'est par des voies jamais simples à un sujet, la jouissance phallique s'y produit à la fois comme réponse à la castration et comme obstacle au rapport entre les partenaires sexuels. Solution à la castration, mais qui fait obstacle au rapport. C'est en cela que la jouissance phallique est celle qu'il ne faudrait pas. Et c'est en cela que la logique de l'empire du phallique sur l'inconscient en vient à déduire qu'il devrait logiquement en exister une autre de jouissance. Alors là, nous pourrions doucement afficher le tableau de la sexuation maintenant, le tableau de la page 73 d'encore. D'accord, je le fais. Cet important tableau est en fait au centre des 3 leçons dont je vous parle. Voilà, merci. Du séminaire encore. Alors, essayons de commencer à commenter ce tableau pour le moment. La jouissance phallique et son effet de non-rapport entre les partenaires sexuels, d'une part,
l'idée d'une autre jouissance hors phallique, et donc dite féminine, qui s'impose dans cette construction logique, sont les deux grands points qui structurent ce tableau dit de la sexuation. Alors regardons ça en regardant le tableau. Ce tableau est en fait polarisé par l'opposition entre la reconnaissance de l'universalité de la castration pour tous les humains à gauche. La partie gauche du tableau est dite la partie homme et la partie droite est dite la partie femme. Et vous voyez qu'il y a deux parties, une en haut et une en bas. Donc la partie gauche en haut, vous pouvez y lire comme deuxième proposition, qui commence par un A à l'envers, qui veut dire tout en logique. La partie de gauche, donc la partie homme, dans sa deuxième proposition, écrit pour tout X phi de X, c'est-à-dire universalité de la castration pour tous les humains. De façon opposée, la partie droite en haut, sur la même ligne, écrit le grand A à l'envers avec un X et une barre au-dessus. La barre veut dire négation. Donc la partie droite, partie féminine, écrit en face de l'universalité de la castration, écrit pas tous les sujets s'y conforment à la castration. Pas tout X phi de X. Et plus encore, cela veut dire qu'une femme se caractérise de n'être pas toute dans l'ordre phallique. Voilà comment se polarisent au fond les deux rectangles du haut de ce tableau. La jouissance autre, dite féminine, est donc l'hypothèse logique qui s'écrit à droite pas tout X phi de X et qui va être mise à l'épreuve par Lacan de l'expérience mystique. Or, l'appel à l'amour résonne au premier rang de la parole mystique. Je quitte un instant, pour y revenir tout à l'heure, le tableau. On peut l'enlever si vous voulez, Zéra. Donc, merci. Donc, l'appel de l'amour est au centre de la parole mystique. La pointe de l'interrogation de Lacan va donc d'aller vers un amour qui serait porteur d'une jouissance autre, d'une jouissance autre que phallique. Et c'est ainsi que la remarque de tout à l'heure de l'articulation de l'amour et de la jouissance prend toute sa portée. La recherche d'une jouissance singulière, jouissance d'un sujet, qui serait autre que phallique, va être le guide de lecture de l'expérience mystique pour Lacan à partir de ces tableaux de la sexuation. Je reprends maintenant pas à pas ce qui s'énonce dans les pages 70 et 71 du séminaire encore. Cela commençait, disions-nous, par cette déclaration assez inhabituelle chez Lacan, car elle se donne pour autobiographique en quelque sorte. Il serait au travail depuis l'âge de 20 ans sur la question de l'amour. Il cite alors celui qu'il appelle l'abbé Rousselot. Alors attention pour les pratiquants de Google, vous ne trouverez pas l'abbé Rousselot sur Google. Tout simplement parce qu'il y a un autre abbé Rousselot, et ça porte à confusion, qui est très célèbre, il y a des rues en France et peut-être en Belgique qui portent son nom. C'est un des inventeurs de la phonétique expérimentale.
un spécialiste des sons de la langue. Donc, tiens, les sons de la langue, ça va nous intéresser peut-être tout à l'heure. Non, le Rousselot dont parle Lacan, on ne l'appelle pas d'habitude l'abbé. C'est un jésuite qui, dans la première moitié du XXe siècle, a fait une savante étude, Histoire de l'amour au Moyen-Âge. Il a écrit une thèse là-dessus en 1907 et elle a été publiée en 1933. Lacan en parlait déjà dans le séminaire 6. Vous trouverez ça le 12 novembre 1958. Il parlait de la théorie physique de l'amour. Qu'il y revienne régulièrement dans ses travaux trouve, je vous le disais, dans le séminaire encore, son point d'aboutissement. C'est ce qui se lit dans ces pages 70-71 du séminaire encore. Qu'est-ce que c'est que l'amour physique? La théorie physique de l'amour. Alors, il faut comprendre le mot physique au sens grec de la physis, c'est-à-dire de la nature. La théologie catholique du XIe siècle, dont parle Rousselot, revient à Aristote et à son hédonisme, qui est une théorie morale selon laquelle l'homme, naturellement, c'est-à-dire phuseille en grec, recherche son bien, ce qui lui fait du bien, et ce qui lui fait plaisir. Or, ce faisant, l'homme se trouve en adéquation avec la nature. Chercher pour l'homme son bien se joint au mouvement de toute chose qui, selon Aristote, tendent vers le souverain bien. Il y a dans cet esprit un courant de pensée philosophique et théologique sur 2 siècles, 12e et 13e siècle, qui culmine à saint Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin, c'est le théologien du catholicisme, dont Lacan dit du reste qu'il aime bien à le lire. Il est celui qui a réinvesti la théorie d'Aristote dans la théologie catholique. Or, si Rousselot restitue cette théorie naturelle et optimiste au fond de l'amour, ce n'est pas pour en rester là. Et c'est ce qui, dès longtemps, intéresse Lacan. Dès la première leçon du séminaire 6, le désir et son interprétation, la théorie hédoniste lui apparaît paradoxale. La convergence du plaisir et du bien est loin d'être évidente. Il faut relire le début du séminaire 6, aux pages 15 à 17, pour voir jusqu'où va Lacan. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails ce soir, cet après-midi, mais disons que très directement, la théorie freudienne du plaisir et de la perversion s'oppose à une vision trop lisse de la recherche du plaisir. Non pas qu'Aristote ait ignoré la perversion, mais il la ravalait hors de l'humain à de la bestialité. Alors ici, nous avons un joke, une plaisanterie de Freud avec son ami Ferenczi, une plaisanterie qu'il aimait bien et qui se décale de la fameuse formule de sens commun « rien de ce qui est humain ne m'est étranger ». Avec Ferenczi, il disait que pour nous, les analystes, rien de ce qui est bestial ne nous est étranger. On sait que Lacan, dès l'année qui suit le séminaire 6, va vers la lecture du Marquis de Sade dans le séminaire L'éthique de la psychanalyse et démontre que le secret principe de la morale, c'est que le désir est appendu à quelque chose de béant, de manquant, qu'il appelle das Ding ou la chose. C'est le contraire de la tempérance aristotélicienne. C'est le champ des pulsions freudiens. En 1963,
Lacan écrira son Kant avec Sade, celui de ses écrits auquel il se réfère le plus volontiers, où la loi morale se renverse en celle du désir au service, non pas du bien, mais de la jouissance, voire de la jouissance de l'autre. On y lit aussi la théorie d'un Dieu mauvais attribuée au mystique allemand Jacob Böhm à la page 255 du séminaire L'éthique. Cette position d'un manque au fondement du désir met en suspens la garantie de la loi donnée par l'autre. L'autre est faillé, manquant, castré. Il ne reste de lui que le Dieu déchiré, mis en pièces, crucifié. Osiris, Dionysos, le Christ, ces figures auxquelles s'identifiera Nietzsche au moment de sombrer, mais on a trop vite versé cela au compte d'un délire. Car c'est là que nous attendent les mystiques. Et ce qu'a saisi Lacan avec la deuxième sorte d'amour, c'est cela. Non plus un amour naturaliste, leurré par l'idée du bien, mais ce que le Rousselot appelait la deuxième sorte d'amour, l'amour extatique. Un amour débarrassé de l'égoïsme de celui qui ne cherche que son bien. Non pas tempérant, mais violent, et si libre qu'il ne peut être assouvi que par la destruction, au moins imaginaire, du sujet, son absorption dans l'objet. Au passage, remarquons que c'est la définition freudienne de l'état amoureux que de renoncer au moi au profit de l'objet. Amour extatique, c'est au sens propre l'amour où le sujet est hors de soi. C'est l'extase. Je ne sais pas si vous avez le séminaire 11 sous les yeux, je ne sais pas si je fais comme ça, vous allez voir quelque chose, mais vous vous souvenez que la couverture du séminaire 11, c'est notre chère Thérèse d'Avila en extase dans la sculpture du Bernat. Si nous avions le temps de regarder de près les développements théologiques et mystiques du XIIe siècle et leurs précurseurs, nous verrions à cette époque où naît la mystique catholique quelques grands représentants de ces courants autour de Bernard de Clairvaux. Et que ces représentants de la théologie du XIe siècle ne tiennent pas une position tranchée entre ces deux types d'amour, mais une position subtilement dialectique. Lacan le note à la page 70, à laquelle je reviens. Dans cette page, il cite alors les mystiques postérieurs au XIe siècle, du XIIIe au XVIe, notant au passage que Jean de la Croix, l'ami de Sainte Thérèse, est la preuve même que, je cite, « l'on n'est pas forcé du côté mâle de se mettre du côté de pour tout X fide X. On peut aussi se mettre du côté du patou. » Et il conclut, je cite, « il y a des hommes qui sont aussi bien que les femmes. » C'est la scansion principale de ces deux pages 70-71 du séminaire encore. Les mystiques, dit-il, ils entrevoient, ils éprouvent l'idée qu'il doit y avoir une jouissance qui soit au-delà du phallique. Et il ponctue, et Lacan ponctue, c'est cela qu'on appelle les mystiques. Voilà, ce n'est pas une déduction, c'est une thèse de Lacan. Alors, reprenons le tableau de la sexuation, si vous voulez bien. Merci.
Désormais, ce tableau va être le guide de lecture de ce que les mystiques disent avoir éprouvé, leur expérience donc. C'est elle qui devient le centre de l'intérêt de Lacan. Et il engage sa position subjective. Il dit, page 71, « Je crois en la jouissance de la femme ». Une croyance qui s'appuie sur l'édifice théorique du tableau, et nous allons voir cela en 2 points. Nous allons passer d'abord en bas du tableau, dans la partie basse, alors que tout à l'heure, nous avons travaillé la partie haute. Ces 2 points, je vous les cite et nous allons les expliquer. C'est premièrement que la jouissance féminine est une visée du grand S de grand tabaret, comme vous pouvez le lire là. La flèche qui va de là, avec une barre sur le là, jusqu'à grand S de grand tabaret. Et deuxièmement, nous montrons en haut du tableau, pour comprendre ce qu'est ce grand S de grand tabaret, comme point de faille de la partie gauche en haut du tableau. Alors, premièrement, le bas du tableau. Le bas du tableau écrit ce que Lacan appelle cette affaire du sujet barré à gauche, en bas à gauche, vous voyez S barré, et de l'autre, l'affaire du sujet et de l'autre, et cette affaire s'appelle le désir. À droite, côté féminin, à gauche, côté mâle. Le bas du tableau, que nous commentons maintenant, c'est au fond la théorie du désir sous forme de mathème. Ce qui s'écrit en bas à gauche, c'est le côté mâle. Ça, nous le savons depuis tout à l'heure. Celui auquel, dit Lacan, il n'est donné d'atteindre son partenaire sexuel, qui est l'autre, que par l'intermédiaire de ceci, qu'il est la cause de son désir. Le sujet humain en position masculine n'atteint donc l'autre qu'en tant que cause de son désir. Or, la cause du désir, ce n'est pas un autre sujet, c'est un objet, d'où la flèche S barré petit a. Le mâle va chercher dans l'autre, à droite, son désir dans l'objet petit a, dont l'atteinte ne se fait que dans le fantasme. Voilà la sexualité masculine. Elle n'atteint sa ou son partenaire que par un objet, petit a, là, dans le tableau, imaginarisé dans le fantasme. Côté féminin, maintenant, donc en bas à droite du tableau. 2 différences qui font toute la différence. Une sexualité non pas monomaniaque, mais divisée entre un désir aimanté par le phallus, que l'on va chercher du côté gauche, d'où la flèche qui va de là barré jusqu'à phi, on va chercher côté homme, et d'autre part, l'autre vecteur qui part de là barré, une tension vers l'autre, mais qui, à la différence de la sexualité masculine, est sans intermédiaire. Position féminine, au fond, et mystique, s'entrevoit déjà ici, un appel à l'autre, une visée amoureuse de l'autre, sans intermédiaire à l'égard de cet autre. La division de la sexualité féminine est ici schématisée par cette sorte d'angle composé de 2 vecteurs qui partent du là barré. D'une part, recherche du phallus, vecteur du bas,
avec la tendance à l'atteindre en un seul partenaire, instituant un partenaire, mais tendanciellement réduit au phallus, d'où bien des déconvenues et des déceptions, vous le reconnaîtrez, mesdames. Et d'autre part, cette division féminine qui sort du monde phallique pour aller vers S de grand tabaret, puisqu'elle n'est pas toute dans le monde phallique. Nous l'avons vu en commentant le haut du tableau tout à l'heure. Là, nous pouvons enlever le tableau si vous le voulez, pour l'instant. Merci. Ce bas du tableau résume les thèses alors très nouvelles du séminaire encore et qui ont fait grand bruit. Alors, pardon, non, excusez-moi, il faut remettre le tableau. Désolé. Bien sûr, car nous avons notre deuxième point, la visée du grand S de grand tabaret que nous venons de voir en bas, et nous allons remonter en haut à gauche pour l'expliquer. Car ce n'était pas tout, effectivement. Là, il faut y regarder de près. Ce deuxième point, ce que vise le désir féminin, le S de grand tabaret. On remonte donc en haut du tableau, à gauche, là où s'écrivait toute la question de l'autre, avec un grand A. En ce qu'il y a dans l'autre quelque chose qui fait faille dans l'universel de la castration. Nous avons commenté tout à l'heure la deuxième proposition, pour tout x phi de x. Nous allons commenter maintenant la première. Il existe un x tel que non phi de x. Alors que l'ordre symbolique repose sur le tout phallique, le pour tout x de phi de x, et qu'il déploie un vaste monde de suppléance phallique à la castration universelle, eh bien, malgré toutes ces suppléances phalliques dans tous les domaines de la culture et de la vie subjective, il y a un point d'exception qui s'écrit « Il existe un x phi de x ». Première proposition en haut à gauche. Il existe un x tel que non phi de x. Un x qui s'accepte de l'universel de la castration. Cela se conjugue ou s'appelle Père, Dieu, mais faille. Page 74, Lacan écrit « C'est la fonction du Père ». Et il est clair que c'est vers le Père, c'est pour descendre en bas à droite, que c'est vers le Père que tend la recherche du désir féminin. Tout choix d'objet confondu, comme nous le montre la clinique. Le point qui fait exception à la castration, c'était au fond l'intuition. Alors là, on peut réenlever le tableau. Hein. Merci. C'était l'intuition presque délirante de Freud, ce point d'exception à la castration. De ce Freud qui invente un mythe du père de la horde, dont l'important totem est tabou, vous savez, en 1911, dont l'important n'est pas tant que ce père de la horde se soit approprié toutes les femmes, fantasme sexuel assez commun, communément partagé, mais qu'il ait été l'objet d'un meurtre fondateur de l'histoire et des religions. Tel est le mythe inventé par Freud et que Lacan, ici, dans notre tableau de la sexuation, rationalise par le mathème « il existe un x tel que non phi de x ». Mais alors, l'ordre symbolique, eh bien, cela désigne que l'universel de la castration, du pour tout x phi de x, est frappé d'une faille.
d'une existence qui le contredise. Or, il faut constater que cette existence, on ne sait pas quelle elle est. Si on en fait la fonction du Père, alors son meurtre est nécessaire. D'où le mathème grand S de grand tabaret. Le grand A du monde symbolique est faillé. Il est frappé d'incomplétude. Incomplétude est le mot important. Celui que les logiciens ont produit en prouvant qu'un système logique structural ne peut pas être fermé en sa complétude. Entre la fin du XIXe siècle et la Seconde Guerre mondiale, les grands noms de la pensée logico-mathématique, Cantor, Russell, Gödel, pour ne citer que ces trois-là, ont progressé de paradoxe en paradoxe pour démontrer cette incomplétude de tout système formel. Cela a été essentiel pour la réflexion de Lacan dans les années 60, qui culmine à ce tableau de la sexuation. Je ne m'étends pas plus sur la question logique, mais en nous instruisant des logiciens pour lire le tableau de la sexuation, avons-nous perdu nos mystiques? Au contraire, nous y sommes. Par la visée vectorielle du S de grand tabaret, du signifiant de l'incomplétude de l'autre. Par la patoute en bas du tableau, nous saisissons en remontant en haut à gauche en quoi l'expérience mystique non seulement rencontre la subtilité ou la complexité de la jouissance féminine, mais fait révélation du secret de la structure. Elle est visée de la faille dans l'autre. Appel d'un signifiant, S, grand tabaret, un signe jamais atteignable de l'incomplétude du monde. Cette tension vers un grand autre, à la fois Dieu et faille, trouve dans le Christ son modèle. Et nous l'avons dit tout à l'heure, dans l'Osiris égyptien ou le Dionysos grec. Tous les deux déchirés, démembrés, écartelés. Objet déchirant de l'amour mystique. L'amour, donc, c'est ce qui s'est décidé au détour du XIIe siècle chrétien. Je regrette, cet après-midi, je n'aurai pas le temps d'entrer dans une étude de détail des textes mystiques dans lesquels je me suis plongé pour préparer ce travail. J'ai préféré aujourd'hui centrer sur ce que Lacan y lit et nous en transmet. Je dirais un mot de ce que les théologiens du Moyen-Âge, Denis l'Aréopagite et sa théologie négative, et Scott Erigen, que Lacan cite dans le séminaire Le Transfert, décrivent d'un Dieu impensable dont on ne saurait rien dire, et pour lequel seuls des noms superlatifs sont utilisables. Ce serait, pensent ces théologiens, rabaisser la divinité que de dire qu'elle est l'essence de toute chose. Il faut dire qu'elle est super essentielle, hyper ousios. Et Dieu n'est pas simplement bon, il faut dire hyper agathos, bon au-delà de toute bonté. Ce Dieu inconnaissable et inqualifiable, le XIIe siècle, parce que Scott Erigen et Denis l'Aréopagite sont des siècles précédents, 8e et 9e, le XIIe siècle en conclura que ce Dieu ne fait pas l'objet d'une connaissance. À la connaissance, c'est l'amour qui supplée. Le XIIe siècle, vous le savez, est aussi celui de l'amour courtois.
Ce serait une autre conférence que de mettre en parallèle l'importance que Lacan accorde à l'amour courtois et sa lecture de la mystique chrétienne de l'amour. Je m'en tiendrai juste à ce qui s'est passé autour de Bernard de Clairvaux. Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, est le fondateur de l'ordre des cisterciens, qui est une réforme de l'ordre bénédictin. Les bénédictins dominaient le puissant univers des couvents du haut Moyen-Âge. L'ordre bénédictin avait à sa tête l'abbaye de Cluny, dont le maître était par sa puissance et sa richesse l'égal des monarques. À cela, Bernard de Clairvaux s'oppose, revendiquant ascèse, sobriété, retour aux sources. C'est comme tout réformateur un fondamentaliste. Disons qu'il réalise cette chose que Lacan cite à la page 78 d'Encore, remarque très importante, la scission du petit A et du grand S de grand tabaret. C'est-à-dire de ce qu'est pour Lacan la définition du principe de plaisir freudien, là où au fond l'objet vient recouvrir le manque de l'autre. Bernard de Clairvaux exige des moines et des moniales qu'ils s'éloignent du Lustprinzip freudien, du principe de plaisir. Il restait aux bénédictins à se livrer à l'étude, leur passe-temps favori, mais cela ne pouvait suffire puisque les théologiens, comme Scott Erigen, avaient mis la barre sur la connaissance. D'où le recours de Bernard à l'amour. J'ai dit que lui, ses disciples et leurs contemporains, ceux de l'école de Chartres en philosophie, par exemple, tenaient une position complexe entre les deux sortes d'amour notées par Rousselot. C'est-à-dire qu'ils n'opèrent pas une rupture radicale avec le phallique. Sinon, ils n'auraient pas généré un ordre monastique. Mais à partir de ce mouvement-là, on voit apparaître les mystiques de l'amour extatique. La première, qui est correspondante de Bernard de Clairvaux, est Hildegard von Bingen. Elle est assez largement restée du côté du phallique, comme du reste certains mystiques restent de ce côté-là, Lacan, d'Isla, d'Angelus Silesius par exemple. Hildegard est de famille princière. Et en plus, elle est médecin et c'est la maîtresse enseignante des nonnes. Une forte femme qui dialoguait d'égal à égal avec les féodaux, chefs de l'Église. Elle se rapproche de Bernard de Clairvaux et elle révèle qu'elle est aussi pas toute, car elle a des visions par lesquelles elle explique les mystères de la religion chrétienne. Elle se fait l'interprète du savoir divin, autrement dit, elle répond par ses visions extatiques à la question par quoi Lacan termine les 3 leçons d'Encore dont je vous parle, c'est la 5e, la 6e et la 7e. Cette question est, est-ce que l'autre, avec un grand A, sait? Voilà le geste fondateur de la pratique mystique, qu'inaugure Hildegard à sa façon, bien qu'elle ne verse pas aussi fortement dans l'extatique que ses successeurs au siècle suivant, Dadjevitch en vers, dont parle Lacan, à Madame Guyon, l'amie de... Le nom m'échappe. Donc, et jusqu'à Thérèse d'Avila, de Fénelon et jusqu'à Thérèse d'Avila. La fleur de ce que nous livre Hildegard se trouve dans son invocation à la Sainte Vierge, qui est un witz freudien, au fond, ce qu'elle nous livre, un jeu de mots. Maria, mater, materia. La mère est au fond la Vierge Marie, mère de tout le monde, mais aussi bien est-ce la matière
qui est animé par le souffle divin. Voilà, au fond, pourquoi je dis que c'est la fleur de ce que nous livre Hildegarde, parce que cela nous décèle quelque chose qui nous décale du projet mystique, interrogeant un espéré savoir du grand autre, et ça nous décale vers l'énonciation mystique pour elle-même. Ici, Hildegarde produit un dire par un witz, par un jeu de mots, et non plus par un discours. L'exercice mystique de la parole a ceci d'exceptionnel qu'elle fait une place de premier plan à l'énonciation. La division que Lacan a mise en lumière entre énoncé et énonciation y est explicite et revendiquée. Dans la pratique de la prière, voire dans le silence de la contemplation peuplée de voix intérieures, la mystique dit « je ». Mais ce n'est pas un égo du narcissisme narratif comme chez un romancier. La position d'énonciation mystique est déplacée, scindée, puisqu'elle vise l'impossible à dire. Alors c'est impossible. Est-ce le radicalement autre du Dieu auquel, selon Lacan, une femme est plus proche, en ce que sa jouissance serait-elle aussi radicalement autre que phallique? Question posée dans la 7e leçon d'Encore. Question, certes, mais qui bute sur la possibilité d'en savoir et d'en dire quelque chose. Je cite encore page 82, « La jouissance dont il n'est pas possible de dire si la femme peut dire quelque chose, si elle peut dire ce qu'elle en sait. Extrême de cette énonciation mystique, de ne pas pouvoir dire ce que pourtant dans la jouissance elle sait. Ce point de scission, de l'énonciation et du dire, n'est pas la moins étonnante des leçons de la mystique. La pensée chrétienne formule cela au moyen d'un mythe, celui de Babel, punition divine que réconcilierait le miracle de la Pentecôte. Rappelons le texte des Actes des Apôtres dans son 2e chapitre. Les apôtres sont alors touchés, le jour de la Pentecôte, je cite, par des langues semblables à des langues de feu. Métaphore. Des langues semblables à des langues de feu. C'est ainsi que le Saint-Esprit les emplit, les apôtres, et leur fait don de toutes les langues, réalisant ainsi la prophétie de Joël, tous les fils et toutes les filles de Dieu, un jour, prophétiseront. Les apôtres de la Pentecôte sont le modèle des mystiques. C'est pourquoi, dans les églises chrétiennes, ce sont les églises dites pentecôtistes qui ont le plus systématiquement développé l'usage extatique du langage, le parler en langue de saint Paul. Les linguistes ont de longtemps noté les pratiques des glossolalies, des phonèmes qui ne veulent rien dire, par les sectes religieuses, et même fait l'hypothèse selon laquelle les glossolalies utilisées dans les formules magiques de diverses parties du monde ont entre elles des ressemblances frappantes. On trouve ça dans le dernier chef-d'œuvre de Roman Jakobson, La charpente phonique du langage. La plus vieille secte orthodoxe russe, celle des Clistis, utilise des phonèmes
NDR, ndre et NTR, ntre, étrangers à la langue russe. Et ces phonèmes structurent les signifiants ésotériques des prophètes Clisty. Roman Jakobson a mené l'enquête sur les phonèmes hors sens jusque dans la grande poésie. Son étude sur les derniers poèmes de Hölderlin interroge, je cite Jakobson, le grand nombre d'occurrences des lettres ND, ND, et il se demande si ce n'est pas un jeu allusif qui évoquerait l'union de la nature avec Diotima, la bien-aimée du poète. Là où Hildegard se contentait d'un jeu de mots, les poètes, mystiques ou non, atteignent à l'usage hors sens du signifiant. Lacan a un concept pour cela, la langue. Depuis 4 ans, nous essayons, dans un séminaire de l'école à Paris, de préciser ce qu'est la langue et ce en quoi cela est à l'œuvre dans l'inconscient et dans la cure analytique. Pour notre propos d'aujourd'hui, je m'en tiendrai à souligner la dimension poétique de la langue, définie par la trouvaille du signifiant comme tel, c'est-à-dire de la subversion du rapport signifiant-signifié, ouvrant à l'usage des harmonies et dissonances de la langue vers le hors-sens du réel. Dans l'envers de la psychanalyse, à la page 120, Lacan parle, je cite, de se mettre à l'épreuve du réel de façon qui, en révélant l'impossible, en fait jaillir une nouvelle puissance. Les mystiques et les analysants pourraient y trouver leur mot d'ordre ou de désordre. Pour conclure cette remarque, je vais citer notre amie Colette Soler dans son cours du 16 mai 2018, qui est paru dans un petit bouquin sous le titre « Des hommes et des femmes », et on trouve ça à la page 149. Elle pose la question. Alors, qu'est-ce que la poésie peut évoquer de la femme barrée? Le la barré du bas de tableau de tout à l'heure. Et un peu plus loin, elle continue. La seule affinité entre la femme et la patoute, c'est l'infinitude des résonances du texte poétique, permise par l'équivocité sans limite de la langue, et qui sont en affinité, pas plus, avec l'infinitude du patou. Je conclurai en disant qu'il y aurait bien des choses à développer pour notre pratique, non seulement à partir de la langue, nous essayons de faire dans notre séminaire, mais quant au regard neuf que la patoute nous permet de porter sur la névrose, dont Lacan dit qu'elle est hystérique en son fond. Or, ce fond est, nous dit Lacan dans le séminaire L'Insu, à la fin de son enseignement, ce fond n'est autre que le non-rapport sexuel. Le sans-fond auquel se vouent mystiques et hystériques en fait peut-être les porte-paroles et les porte-jouissances extatiques du non-rapport sexuel. Mais cela, nous le verrons peut-être une autre fois. Merci beaucoup, Monsieur Teroul, pour cette passionnante conférence et qui en plus nous remet dans le bain de la langue, en tout cas nous interroge sur ça. Avant de lancer et de recueillir les questions pour les personnes, une petite donnée tout à fait pragmatique. Excusez-moi, mais la conférence était bien à 14h30. Bon, pour ceux qui nous ont rejoints à l'heure dite, la conférence a été enregistrée et sera disponible dans son intégralité sur YouTube. Donc voilà,
pour ceux qui sont arrivés un peu selon leur prescrite. Et puis, bon, pour les autres, cela permettra de réécouter et de retravailler ce qui a été entendu. Beaucoup de choses. Alors, le sans-fond de l'hystérie et le sans-fond de la mystique. N'est-ce pas aussi dans un autre séminaire où on parle du sang-foi de l'hystérie aussi? Ah oui, mais c'est pas pareil. Le sang-foi ni loi, ça c'est plutôt symptomatique. C'est ça. Tandis que le sans-fond, c'est ce qui détermine structurellement la position névrotique du sujet. Oui. Et ce sans-fond, Lacan nous le dit bien dans le passage du séminaire Linsu où il en parle, ce sans-fond n'est autre que le non-rapport sexuel. Parce qu'on lit parfois la remarque de Lacan, la névrose hystérique en son fond, suivant la formule de Freud, et ça fait partie de ce à quoi pense Lacan, que toutes les névroses sont des dialectes de l'hystérie. C'est tout à fait ça, mais plus fondamentalement, par cette formule, Lacan désigne que la névrose, qui est hystérique fondamentalement, se fonde sur un sans-fond, se fonde sur un non-rapport, et c'est pour ça qu'il y a névrose et pour ça qu'il y a symptômes, sur le non-rapport sexuel. Voilà ce qu'il dit dans... Mais ce n'est pas le centre de notre exposé, c'est simplement une ouverture pour en reparler peut-être un jour, ça. Je sais peut-être, personnellement, je me laisse le temps de mûrir un peu ce qui a été entendu, mais est-ce que des personnes auraient des questions, est-ce que quelqu'un voudrait déjà lancer le débat ou aurait déjà des questions particulières? Moi, je ne vois pas les mains levées, Coralie, je crois. Non, je ne suis pas administratrice. Donc on va te mettre, oui, peut-être Sandra, est-ce que tu peux... voilà. Moi, j'ai levé la main, donc merci, Monsieur Toboul, pour votre exposé. Je voulais juste poser une question plus précise, en fait, par rapport au non-rapport sexuel. Est-ce qu'on pourrait dire en quelques mots de quoi il s'agit? Parce qu'il y a pas mal d'étudiants dans la salle qui peut-être enfin, je pense qu'ils n'ont pas compris. Si on peut dire en quelques mots. En quelques mots, c'est peut-être un petit peu difficile, mais on peut donner quelques éléments. Disons qu'il y a une théorie classique de l'amour, en particulier développée par Platon, mais par Aristophane, qui s'en moque, que, au fond, l'union des amants fait fusion de deux en un. C'est une idée qui est non seulement une idée du philosophe Platon et de bien des théoriciens de l'amour, mais on pourrait dire que c'est même un espoir du sens commun de chacun d'entre nous. Combien d'échecs amoureux et de drames qu'on vient nous conter sont des ratages de la fusion, des ratages attristés, des ratages malheureux. Donc, cette thèse de la fusion de deux en un dans l'amour est une des antiennes de sens commun humain. Alors, il y a des explications psychologiques à l'infini de cela, de retour dans le giron maternel, etc., etc. Bon. Une visée imaginaire d'un rapport à nos semblables qui nous permettrait de revenir en deçà de la séparation fondamentale qui constitue l'humain. Et donc bien naturel et bien triste de nous perdre dans cette illusion. Merci. Ça c'est l'élément critique. Alors, comment Lacan le développe-t-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois, à partir du fait que, au fond, les deux partenaires, comme on dit,
les 10 partenaires, au fond, vont vers l'autre de l'amour à partir de leur point de jouissance particulier. C'est l'un de jouissance de chacun qui nous anime amoureusement. C'est ce que l'on cherche chez l'autre, c'est ce qui nous fait jouir. Et par conséquent, ça ne fusionne pas. Ça peut se rencontrer, il y a des contingences positives, on peut jouir effectivement avec celui ou celle qu'on aime, mais ça ne définit pas une fusion. Et plus particulièrement, Lacan insiste, et j'y ai insisté tout à l'heure, il y a régnant dans la vie sexuelle des êtres humains la jouissance phallique, qui est l'essentiel de ce qui s'y passe. Et cela, ça fait tout particulièrement obstacle entre l'homme et la femme. Entre celui qui prend ou celle qui prend la position masculine et celui ou celle qui prend la position féminine. Car le phallique, c'est à la fois quelque chose qui mobilise le désir et c'est à la fois quelque chose qui sépare entre celui qui est du côté phallique et celui qui ne l'est pas. Donc le phallique est à la fois au fond motif de l'attrait sexuel et obstacle au rapport. C'est en cela que l'on peut dire que l'empire, l'impérialisme de la jouissance phallique sur nos jouissances à tous, on voit bien que dans le bas du tableau de sexuation, il y a une flèche qui va de la femme à fille, ce qu'elle va chercher chez l'homme. Et on voit bien que cet empire de la jouissance phallique est aussi ce qui sépare celui qui est dans le tout phallique et celui ou celle qui n'y est pas. Voilà, au fond, les trois niveaux, au fond, de cette déduction du non-rapport sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de relation au lit entre un homme, une femme, deux hommes ou deux femmes, ou plusieurs, que sais-je. Mais le problème n'est pas là. Le problème est de savoir ce qui s'y passe dans cet échange, relation, coït, commerce sexuel. Et ce qui s'y passe, ce n'est pas de la fusion. Cela est ce qui contrevient à la fusion, c'est d'une part la recherche par chacun de son point de jouissance primaire, né des expériences infantiles, et c'est d'autre part l'empire du phallique sur toute relation humaine, et tout particulièrement sexuelle. Merci. Je ne sais pas si ça donne des compléments d'information, mais oui, beaucoup, je pense aussi. Ça doit lancer des débats. Voilà, on va continuer, nous, certainement ailleurs, ce que vous nous introduisez là, parce que la question de la fusion, évidemment, c'est l'autre. Oui, c'est une autre façon de dire le rapport sexuel ou la recherche du rapport sexuel. Bien, moi, je laisse la parole, évidemment. Béatrice Tropis, vous pouvez abaisser votre main et allumer votre micro, s'il vous plaît. Oui, ça y est. Merci. Abaisser la main. Voilà. Bonjour. Merci beaucoup, Monsieur Toboul. Je voudrais juste revenir par rapport à un petit point que vous disiez tout à l'heure concernant les mystiques et justement l'expression de exercice mystique de la parole. J'ai trouvé ça très intéressant. Et vous faisiez une remarque autour de ce point de scission entre l'énonciation et le dire. Et vous faisiez part que ce point de scission concernait ce qu'elle en sait de la jouissance, mais qu'elle ne peut pas dire. Et je me posais la question de est-ce que c'est du côté du savoir ou est-ce que c'est du côté de l'éprouver, la jouissance? Alors, c'est de toute évidence du côté de l'éprouver. Mais il y a quelque chose
Quand on jouit, on sait qu'on jouit, ou on l'entrevoit. Alors, c'est éprouvé, mais ça ne peut pas se dire. Donc voilà quelque chose qui n'est pas propre seulement aux mystiques, qu'on est de l'éprouver, qu'on ne peut pas dire. Et ce qu'il y a de très étonnant chez les mystiques, c'est qu'il y a un immense travail d'énonciation de ce qu'on ne peut pas dire. Et ces énonciations prennent les formes les plus extraordinaires à travers l'extase et la façon dont on la manifeste. Le tableau du la statue du Bernin est évidemment muette, mais elle parle. Et il est évident que là, nous avons quelque chose de très, très étonnant, c'est-à-dire une énonciation qui manifeste un impossible à dire. Une énonciation, par exemple, sous forme de glossolalie. Ah oui. Toutes ces formules magiques, mystérieuses que l'on se passe dans les sectes, par exemple celle dont parlait Jacobson, de génération en génération pour atteindre Dieu, ou la fusion communautaire, ou pour laisser penser que tel ou tel de ces petits prophètes, qui sont en général des gens très populaires dans ces sectes russes, vont nous révéler des visions qui vont nous révéler des vérités divines. Elles se formulent, mais dans une langue incompréhensible. Il y a une énonciation qui, à travers même ces énoncés, désigne que ça ne peut pas se dire. C'est ça qui est tout à fait étonnant. C'est pour ça que des mystiques aussi structurés que celle dont je parlais, la première, Hildegard von Bingen, elle fait un jeu de mots assez compréhensible qui rend compte de sa théorisation extrêmement subtile de Dieu insufflant la vie dans les formes qui organisent la matière. Bon, ça c'est une théorie qu'elle fait assez élaborée, mais elle l'exprime sous la forme d'un jeu de mots. Maria, Mater, Materia. La Sainte Vierge, c'est notre mère et c'est la matière du monde, puisqu'elle est insufflée par l'Esprit, le Saint-Esprit, comme on le voit dans l'énonciation, dans le mythe de l'Annonciation. Donc, voilà, au fond, la pointe ou la fleur ou l'extrême de l'énonciation mystique. Elle se fait, cette énonciation, mais dans des formes qui désignent que ce dont elle parle, on ne peut pas le dire. Ouais, d'accord. Et c'est tout à fait une pointe extrême de la question de l'énonciation et du dire, n'est-ce pas? C'est pourquoi tant de mystiques ont recours non pas au discours, mais à la poésie. Les théologiens produisent du discours qui ressemble souvent au discours de l'université, du reste. Et beaucoup de théologiens sont universitaires. Mais les mystiques, pas du tout. Les mystiques s'organisent plutôt du côté de la poésie. Et là, c'est un autre usage du signifiant, c'est un autre rapport signifiant-signifié qui est subverti, et c'est une visée du réel. D'accord. Merci. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Comment? Oui, merci. Ah. Attendez, j'essaie de... Je ne sais pas baisser ma main en même temps. Ah oui, si, voilà. C'est tout à fait... J'ai été très intéressée par votre conférence. J'ai été très intéressée par la question de Béatrice Tropis. C'est vraiment aussi ce qui me titillait. Et je vais encore continuer sur cette question-là en demandant peut-être des précisions ou une confirmation. Sur la différence entre énonciation et dire. J'ai l'impression, avec ce que vous dites, que les glossolalies, les choses qui n'ont pas de sens comme ça, vous le placez du côté de l'énonciation et que la différence avec le dire, ce serait que le dire, c'est un moment où il y a quelque chose qui peut se dire justement, même si c'est d'une manière poétique, où là,
avec l'exemple de Maria Mater Materia, il y a quelque chose qui peut se partager, donc quelque chose du dire qui est dans des significations, du sens qui peut se faire entendre et compris peut-être par d'autres lecteurs, les lecteurs de poésie par exemple. Est-ce qu'elle est là un petit peu la différence entre énonciation et dire? Il n'y a pas vraiment une différence. Il y a entre l'énonciation, c'est ce qui se tient en deçà de l'énoncé. Et le dire, c'est ce qui se tient en deçà des dits. Ouais. Existe au dire. À ce titre, c'est la même chose. Ouais, j'entends. Par contre, le rapport à l'impossible à dire n'est pas le même. C'est ça. Et en quoi c'est pas le même, c'est pas non plus très facile à cerner, mais avec les exemples qu'on a pris et avec le travail de la poésie, on a ce que nous essayons de cerner, c'est-à-dire que quelque chose, et là nous parlons de la jouissance féminine et du patou, quelque chose de l'ordre du patou qui s'éprouve, comme disait notre collègue, et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une expérience de jouissance, mais ne peut pas être expliqué, ne peut ni être ni démontré, ni explicité selon les formes du discours logique, eh bien, cela se cite en quelque sorte dans des usages du signifiant d'ordre poétique, par quoi le dire indique que c'est de l'impossible à dire qu'il s'agit, sans pouvoir en dire plus que se produire par un décalage dans l'usage habituel du signifiant, qui est de produire un sens. Là, c'est du signifiant hors sens qui désigne l'impossible à dire qui se tient en deçà du dire. Voilà, je ne sais pas si j'emploie les bons mots pour caractériser tout cela, mais s'il y a un intérêt majeur de certaines expériences mystiques et ou poétiques, c'est bien de ce côté-là que Lacan essaye de nous tirer, me semble-t-il. Ouais. Merci beaucoup. François? C'est actif ton micro, François. Voilà. Oui, alors évidemment, le lien que je peux faire avec ce que vous dites, lien et en même temps tentative de différenciation, c'est évidemment ces productions mystiques et cet usage tout à fait particulier du signifiant dans ces glossolalies. Est-ce qu'on peut évidemment faire le lien avec certaines productions psychotiques qui pourraient peut-être aussi quelque part rejoindre un peu cet usage tout à fait particulier du signifiant? En quoi est-ce que ça pourrait être effectivement quelque chose de similaire et en même temps de différent? En quoi est-ce que l'usage tout à fait particulier du signifiant qui tente effectivement d'indiquer ou en tout cas de témoigner de ce qui est impossible à dire, on le retrouve dans certaines productions psychotiques, artistiques, d'écriture, même des dires. En quoi est-ce que ça peut être assimilable et pas? C'est très difficile cette question. Je pense que c'est difficile pour vous autant que pour moi, dans la mesure où certaines productions psychotiques, c'est une remarque, enfin, c'est une expression vague. Oui. Il faudrait voir lesquelles. Et est-ce qu'on parle de l'art brut? Est-ce que l'on parle d'un certain nombre de signifiants qui sortent dans un délire? Est-ce que, si l'on prend par exemple, prenons j'allais vous dire, travaillons sur des exemples que vous avez en tête, et là, ça impliquerait quasiment un séminaire. Mais je ne sais pas du reste si vous avez en tête quelques exemples maintenant, mais bref, prenons un exemple de Lacan. L'exemple de Lacan
au début du texte sur la psychose, c'est-à-dire la question préliminaire dans les écrits. Prenons l'exemple de qui lui semble si important, de la psychotique comme autrui. La dame qui est dans son immeuble, qui croise l'amant de sa voisine dans le couloir, et comme elle vient de chez le charcutier, elle entend extatiquement qu'il lui a dit truie, qu'il l'a traité de truie, comme on dit. Là, nous avons un usage du signifiant qui est de l'ordre de l'injure. Alors, il y a dans le séminaire encore un passage où Lacan fait un jeu de mots. Et il dit que les femmes, on les dit femmes, en jouant sur le mot de dire femme et de diffamer. Il est clair que l'injure est un mode de qualification du féminin qui est extrêmement présent dans la langue et dans le sens commun et dans la violence faite aux femmes, et plus largement dans le sens commun pour tout X fide X, de tout homme, c'est-à-dire de l'universel de la castration. J'ai développé ça dans mon séminaire une fois à partir du mot vache. Mais aussi bien retrouve-t-on le mot truie. L'animal femelle est un personnage que le sens commun utilise volontiers pour caractériser les femmes. Là, c'est truie et c'est une psychotique. Mais est-ce spécifiquement psychotique, là? Pas spécialement. Quand un monsieur, vous savez, ces messieurs pour lesquels on téléphone à MeToo parce qu'ils sont méchants avec leur dame, commence à insulter sa femme, il emploie des signifiants de ce type. Et les signifiants d'animal femelle sont très très souvent utilisés pour diffamer. Est-ce qu'on vise par là le patou? Est-ce que l'orchestration, l'orphalique est tellement insupportable que ce soit l'insulte qui vienne aux lèvres? L'insulte dans les lèvres d'un homme méchant ou dans les lèvres d'une femme jalouse, par exemple, d'une autre femme. Je vous laisse imaginer, dans votre propre expérience, les signifiants qui vous sont venus ou que vous avez entendus. Non. Par conséquent, vous voyez, la limite là entre l'usage des signifiants hors sens et les structures cliniques est très très difficile à cerner. Mais l'important de ce dont nous traitons aujourd'hui, c'est que c'est les manifestations du patou qui suscitent l'apparition de ce type de signifiants. Pas seulement les insultes, bien sûr, mais des signifiants qui sortent de la norme du rapport signifiant-signifié, qui ne veulent plus rien dire et pourtant qui visent quelque chose. On retombe dans les discussions avec nos deux collègues de tout à l'heure. Quelque chose qui vise non pas ce qu'on est en train d'essayer d'énoncer, mais quelque chose qui n'est pas dissible derrière. Derrière ou devant ou à côté, une métaphore. Mais là, je crois qu'il n'y a pas une dichotomie psychose-non-psychose à partir de là. Par contre, bien sûr, il y a la question des délires. Est-ce que les délires sont de l'ordre du patou? Je crois qu'on ne peut pas dire ça. On peut dire que les délires subvertissent le capitonnage signifiant-signifié. Parce qu'il y a quelque chose qui est hors sens. Et c'est dans le séminaire des psychoses que Lacan découvre le signifiant comme tel. Le signifiant hors de son articulation au signifié, comme l'utilisent les poètes. Le signifiant qui sonne beaucoup plus qu'il ne dit. Le signifiant qui résonne. On est avec le patou, c'est aussi dans la fin du
du cours que je citais de Colette Solaire, la résonance dont j'ai moi beaucoup parlé dans mon séminaire à Paris sur la langue, la résonance n'est plus de l'ordre du capitanage, n'est plus de l'ordre du rapport signifiant-signifié. Elle est un jeu sur les sons qui nous parlent. Les poètes, comme on dit, ça nous parle une poésie. Mais de quoi? Alors, je ne sais pas si je réponds bien à votre question, chers collègues, mais disons, c'est ce qui me vient là. Vous avez répondu quelque chose. Oui, oui. Oui. Enfin, moi, c'est parce que je pense à un cas que j'ai suivi pendant très, très longtemps, qui était manifestement psychotique, qui est un artiste et qui produisait... Sur YouTube aussi. Hein. N'oublie pas que tu seras sur YouTube. Hein. Oui, oui, c'est ça. Oui. Donc, je ne vais pas voilà. aller trop loin dans la description, dans mon témoignage clinique. D'autant plus que tu l'as déjà présenté voilà, quand M. Toboul était là un jour. Voilà. J'y pensais justement. Voilà. J'y pensais et alors question quand nous avons la possibilité de faire cette expérience du travail avec des analysants artistes et que nous décelons une dimension plus ou moins psychotique de leur structure, qu'en est-il de la sublimation? Si on reprend la définition du séminaire l'éthique qui porte l'objet à la dignité de la chose, est-ce qu'il y aurait, à condition de pratique artistique, une façon en quelque sorte d'user d'éléments de délire pour atteindre quelque chose de la chose? Alors ça, ce serait un thème de journée. Tiens. Merci. Coralie? Oui, ça me fait penser au Ready-Made finalement de Marcel Duchamp. Moi, je reviens un peu sur vos notions de glossolalie parce que je trouve ça assez passionnant parce que Hildegard von Bingen a créé les chants de l'extase qui sont faits par des chœurs de femmes. Et puis toutes ces dimensions éminemment sonores où le son où le mot est réduit à une pure sonorité, comme on peut trouver d'ailleurs dans la musique contemporaine, mais même dans le poème de Prévert où pinson est tellement répété qu'il en perd son sens. Petit excursus, voilà. Je voulais vous poser quand même la question, dans ce rapport au langage où quelque chose jaillit, Saint Jean de la Croix est un homme et il est aussi pas sans lien avec le patou. Il utilise beaucoup l'oxymore, il y a tout ce magnifique poème qui est La nuit obscure, qui est comme ceci dit, une poésie qui est très ramassée, qui est terriblement dense. Donc je voulais poser donc la question, donc, un mystique, je sais bien que c'est des positions et ce n'est pas des genres, si je puis dire, mais peut-être préciser ça, ne fût-ce que pour les gens qui s'y connaissent moins. Donc, c'est un genre, homme, mystique, un rapport au patou. Finalement, il y a aussi des hystériques, entre guillemets, hommes. Donc ça, c'est la première question que je voulais poser. La deuxième question, si vous avez le temps, c'est les mystiques, on n'en a pas... Ça reste un phénomène assez limité dans le temps, même s'il y a encore des manifestations sporadiques actuellement. Quel intérêt, bien sûr, je vous ai bien entendu au niveau des dénonciations, au niveau de ce qui touche au réel, quel est l'intérêt encore clinique de toucher à ces mystiques, qui ne soient pas autres que, excusez-moi le terme, que folklorique? La première question sur Jean de la Croix. Vous savez, je vous ai lu le passage de tout à l'heure, je le relis. Hein. Vous vous demandiez si c'est un genre. Lacan dit, dans la page, je crois, 170 dont je vous parlais,
on n'est pas forcé d'être du côté mâle et de se mettre du côté de pour tout X phi de X. Et ça, Jean de la Croix l'illustre. On peut aussi se mettre du côté du patou, et c'est là que je vous ai cité cette phrase assez drôle par quoi il conclut. Il y a des hommes qui sont aussi bien que des femmes. Et ça, c'est Jean de la Croix pour lui. Alors, est-ce que c'est là-dessus que vous m'interrogez, Coralie? Quelle est votre question autre que cela? C'était simplement bien donc faire repréciser, bien faire. Je trouvais que c'était important de faire raisonner que un homme finalement peut avoir avec le patou. Ça peut sembler tout à fait étonnant, mais voilà, c'est tout. C'est plus que peut avoir, c'est que au fond, Lacan dit se mettre du côté de patout X phi de X. C'est pas avoir, c'est des positions de sexuation, des positions subjectives et des choix inconscients qui sont majeurs. Alors l'autre question, je ne la saisis pas très bien. Est-ce que c'est folklorique de s'intéresser aux mystiques? Alors si ça avait été folklorique, Lacan ne l'aurait pas fait. Non, la leçon de Lacan, c'est que les mystiques nous enseignent, alors qu'elles soient du XIIIe siècle ou que ce soit les braves pentecôtistes américains. Évidemment, c'est plus joli de regarder la statue de Sainte Thérèse jouissante que d'aller écouter les écoles du dimanche des pentecôtistes du Mississippi. Mais néanmoins, leur pratique glossolalique nous intéresse au même titre que des poésies beaucoup plus élaborées sur le fond, sur la question de ce qu'est le signifiant et de son articulation au sens d'une part et éventuellement à quelque chose du réel. Anaïs? Oui, merci. Bon, mais d'accord. D'abord, pardon. Merci beaucoup pour votre conférence. Je regrette d'avoir un peu écorné le début parce que je suis arrivée un peu tard. Mais néanmoins, alors je vais essayer de formuler ma question. C'est plus par rapport à des choses que vous avez dites et qui, du coup, moi, ont fait écho avec des questions que je me posais où j'ai l'impression, du coup, d'avoir saisi un peu les choses différemment. J'aurais bien aimé avoir votre retour. En tout cas, déjà, l'accent que vous avez mis donc sur le dire et en tout cas, ça m'a fait penser à cette question de l'impudence du dire. On parle du côté féminin, de l'impudence du dire. Et quand vous avez dit que du côté patou, la flèche qui va de la barrée vers S de grand A barré, donc d'un rapport à S de grand A barré sans intermédiaire. J'ai dit d'un rapport à l'autre sans intermédiaire. D'un rapport à l'autre sans intermédiaire, oui. Et ensuite, vous êtes revenu à la formule de l'exception, il existe X tel que pas phi de X, donc du côté du tout phallique. Et en tout cas, c'est la première fois, alors peut-être que je fais une grosse erreur, mais justement, je veux bien votre retour sur ça, où je me disais, parce que je repensais à ce schéma que vous nous avez montré, et je repensais au graphe du désir qu'il y a dans Subversion du sujet et dialectique du désir, où il y a aussi évidemment ce mathème de grand S de grand A barré, et où dans le graphe, ça vient on pourrait diviser, il y a du côté de l'autre et du côté du sujet, et je me disais, mais au fond, donc côté sujet, il y a le S de grand A barré, et en vis-à-vis du côté de l'autre, c'est la faille dans l'autre. Et je me disais, mais au fond, cette formule de « il existe X tel que pas phi de X », de l'exception qui constitue en ensemble,
est-ce que finalement, ça ne serait pas plutôt donc du côté, c'est ce qui vient souligner la faille qu'il y a dans la structure, donc grand A barré, tout simplement, et que la manière dont chacun répond à cette faille structurelle de grand A barré, ça a plutôt à voir avec effectivement le mathème grand S de grand A barré, du signifiant d'un manque dans l'autre. Parce que je me disais au fond, ce que la mystique nous enseigne, et au fond, comme si au fond, côté homme, la manière de répondre à la faille dans la structure, au fond, c'est tout par le fantasme, quelque part. Là où on pourrait dire côté femme, c'est pas sans ça aussi, c'est pas sans le fantasme aussi, mais il y a aussi un accès direct à l'autre, à la faille dans l'autre, comme vous disiez, donc à ce mathème de grand S de grand A barré. Et je me disais, mais au fond, quand même, dans une analyse, à repérer quand même quelque chose de son fantasme fondamental, etc. Et quand on parle de la traversée du fantasme, ou du coup, c'est quand même quelque chose qui vient refaire un peu de la place à ce mathème de grand S de grand A barré. Enfin, qui vient un peu confronte un peu on est confronté d'une manière ou d'une autre quand même un peu au vide dans la structure, et avec cette dimension à nouveau de contingence de comment on va répondre à ça, comment le sujet répond à ça, et est-ce qu'on reste dans une logique du tout ou pas, et avec cette dimension quand même du dire, c'est-à-dire je me dis il y a quand même de la contingence possible à chaque fois à des moments de rencontre. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, si c'est très clair ou pas. C'est pas que c'est pas clair, c'est que je vais essayer de retrouver la question qui sert de nerf à ce que vous avez dit, mais si l'on voulait prendre tout ce que vous avez dit et qui est très précieux point par point, il y a une dizaine de questions dans ce que vous avez avancé. Alors, comment prendre ce long exposé en une réponse? Est-ce que vous voulez que l'on prenne ça par ce que vous avez dit à la fin sur la cure? Est-ce que vous voulez que l'on prenne ça par la différence entre la position masculine et la position éventuellement féminine, contingente, comme vous dites? Quel est le point par lequel vous souhaiteriez que je réponde? Non, mais enfin, disons qu'en tout cas, j'ai l'impression, en gros, ce que je voudrais dire, c'est que je pense que cette question du féminin, c'est vrai que souvent, on l'aborde surtout il y a une expérience de jouissance, un éprouvé qui commanderait à un dire quelque part. Et je me disais, mais au fond, avec la mystique, enfin, je trouve que ça, à la fois, il y a effectivement la dimension de l'éprouvé aux commandes, enfin, de la jouissance aux commandes, mais quand même, ça entre en tension, il me semble, chez Lacan, avec cette question du dire, parce que sinon, quand on parle dans l'analyse, quand même, de l'analyse qui se situerait dans la logique du patou, alors il n'y aurait pas de bouger possible, hein. Enfin, il me semble que quand même... alors plutôt peut-être sur cette dimension du dire, oui, enfin je ne sais pas, parce que vous avez annoncé tellement de choses avant. Bon, le manque vous avez parlé du manque dans l'autre, et puis vous avez essayé d'arriver à la question du signifiant du grand A barré, en essayant ensuite... On pourrait prendre déjà... Oui, pardon. Oui, c'est ça. Alors, on pourrait prendre déjà à partir de là, c'est-à-dire que, comme vous le dites, l'organisation de la partie gauche du tableau, je crois que nous sommes d'accord pour montrer qu'il y a un élément universel et qui est contredit
par une faille. Ce que les logiciens qui ont inspiré Lacan pour l'élaboration de ce tableau ont appelé incomplétude. Donc, il y a une incomplétude d'un système fermé comme celui de l'universel de la castration. Cette incomplétude s'appelle, dans le jargon lacanien depuis longtemps, abarré ou faille dans l'autre. Castration de l'autre ou incomplétude de l'autre, voire l'autre qui n'existe pas. Ça dépend de la façon dont les collègues le prennent à tel ou tel moment de l'enseignement de Lacan. Cela, le sujet de l'inconscient, tente d'y faire bouchon. La façon, je crois, vous l'avez restitué à un moment de votre exposé, la façon dont il tente d'y faire bouchon la plus classique, c'est l'objet. L'objet petit a fonctionne comme bouchon à ce titre. Mais très généralement, la façon dont la culture et la subjectivité humaine répondent à cette idée d'une castration, d'une chute de la garantie, etc., c'est le phallique. Alors, l'articulation du phallique et de l'objet, c'est une discussion pas très très difficile, mais qu'il faudrait avoir à ce titre façon. Alors, qu'en est-il d'une position hors phallique? On constate que la visée fantasmatique peut être mise un peu à l'écart. C'est ce que vous avez rappelé en parlant de traversée du fantasme. Dans la cure, les bouchons de la castration et la prééminence du phallique sur la structure de l'inconscient sont bougés, sont bouleversés, sont traversés, sont transformés. Qu'on appelle traversée du fantasme, qui est en fait sa construction dans la cure et le fait qu'on s'en déprend un petit peu de sa force sur notre désir. Est-ce que ça donne une survenue d'une dimension pas toute dans la cure? Une question majeure, ça. Y a-t-il dans la fin de la cure analytique une dimension pas toute de ce qui se produit pour le sujet? Je ne sais pas si on va pouvoir l'aborder ces jours, mais ce serait tout à fait bien. En tout cas, c'est la question qui est posée. Alors, cette dimension pas toute, est-ce qu'elle a quelque chose à voir avec le dire? C'était, je crois, une des dernières choses que vous nous avez proposées. Le dire, c'est pas tout dire. Dans la mesure où le dire produit des dits, on sait que c'est du midi qu'il produit. La vérité est midite. Alors, qu'est-ce que ce serait, au fond, qu'un dire qui, vous avez parlé de contingence, dans sa survenue, son advenu, son avènement contingent, pourrait viser autre chose que le mi-dire de la vérité. Vers quoi on va depuis un bout de temps, c'est de dire que c'est du réel qu'il s'agit, et non plus simplement de la vérité, et qu'il n'y a pas d'adéquation entre la vérité et le réel. Et c'est en faisant place à la dimension du réel dans la cure que l'on sort du leurre de la vérité. Est-ce que nous avons aujourd'hui vu avec le paradigme mystique, est-ce que la façon dont le dire mystique se produit a quelque chose avec un
certains cernements du réel. Question. Est-ce que c'est des choses comme ça qui se passent dans la cure? Question. Question au diapason des vôtres. Hein. Et est-ce que, en fracassant un petit peu le mode de dire habituel, en subvertissant l'usage du signifiant, quelque chose d'un impossible à dire parviendrait de façon contingente à se dire. Voilà ce que m'inspirent les nombreuses questions qui vous travaillent, que vous avez fort bien posées. Mais c'est sommaire comme réponse, mais donnez quelques éléments. Merci beaucoup pour votre réponse. Merci beaucoup. Coralie, tu reprends? Merci beaucoup. Est-ce que d'autres personnes souhaitent poser des questions? Je ne sais pas, je vois qu'il n'y a pas de main levée. Bon, ben, écoutez, il est déjà 4 heures. Hein. C'est l'heure de goûter. Merci 1000 fois, en tout cas, pour ce moment de travail. Vous m'avez mis au travail hein, avec votre orientation sur la mystique. Et je vous en remercie. Et vous avez apporté en tout cas une toute autre approche que je n'avais pensé. Donc là, déjà ce matin après la séance de travail, je me disais que j'allais encore relire. Là, je vais encore plus relire les mystiques. Ça m'a beaucoup éclairé, moi aussi. Je vous remercie vraiment. Merci beaucoup. Eh bien, oui, merci. Merci à tous en tout cas et merci à M. Toboul. Donc, je répète, la conférence sera sur la chaîne YouTube ainsi que le débat. Comme ça, c'est souvent dans les débats et dans les discussions que beaucoup de choses se disent encore. À tous nos participants et tout, nous vous donnons rendez-vous. Pour ceux qui le souhaitent, sachez que nous avons un cycle de formation de théorie de la clinique qui se tient une fois par mois. Donc, vous avez toutes les informations sur notre site internet avec les thématiques qui seront abordées au cours des mois qui suivent. Donc, n'hésitez pas à vous joindre à nous. Et puis alors d'ores et déjà, nous annonçons aussi qu'il y aura encore à la fin de l'année donc le collègue solaire qui viendra participer aussi à notre journée de travail. Voilà, pour ma part, il me reste à vous saluer tous et toutes et encore à vous remercier de votre présence et surtout à M. Toboul de sa participation et de son travail plus que conséquent. Voilà, à moins qu'il y ait encore un mot à dire ou pas. Sinon, je pense que nous pouvons mettre fin. Merci beaucoup. Merci à Bernard Toboul, à toi Coralie qui a lancé quand même cette question sur la mystique. Au revoir. Merci. Au revoir. Beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Voilà. Hop, quittez. Au revoir. Au revoir. Quittez. Lucille? Oui. Attends, j'arrête l'enregistrement. Oui.